Je lisais sur internet l'histoire d'une femme humiliée par sa fille le jour de son anniversaire. Sa fille lui avait servi les restes d'un plat en lui disant que c'était tout ce qu'elle méritait. Les commentaires étaient unanimes, un déferlement de haine contre cet enfant indigne. Qui pouvait faire une chose pareille à sa propre mère? Ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas la cruauté de l'anecdote, non. C'était le fait que je lisais ces lignes en faisant la vaisselle de mon propre anniversaire, où ma fille venait de me lancer, en ricanant, que je pouvais bien manger de la nourriture pour les cochons, que ça m'allait parfaitement. Personne ne m'avait défendu. Pas même mes petits-enfants. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient tous. Je n'étais pas seulement une vieille femme bafouée dans une robe de seconde main. J'étais la femme qui était encore propriétaire de la maison dans laquelle ils vivaient tous. Et ce rire, c'était le dernier qu'ils s'offriraient dans cette maison. 70 ans. J'avais 70 ans aujourd'hui. En touillant la sauce de mon bœuf bourguignon, je m'étais permis un petit sourire. La robe en soie bleue à motifs floraux que j'avais choisie, la même que je portais le jour où Jean-Luc m'avait dit que j'étais la plus belle femme du monde, était douce contre ma peau, comme une caresse de souvenirs plus heureux. J'avais repassé chaque pli avec un soin infini, désireuse d'être élégante pour ma famille. Autour de mon cou, le simple collier de perles qu'il m'avait offert pour nos 20 ans de mariage reposait, frais et lisse. Un contact familier, rassurant. La table de la salle à manger était impeccable. J'avais disposé les napperons en dentelle hérités de ma mère, sorti la vaisselle en porcelaine de Limoges réservée aux grandes occasions, et placé 3 petits vases remplis de marguerites cueillies dans le jardin ce matin même. L'arôme du bœuf, qui mijotait à feu doux depuis l'aube, se mêlait à celui de la tarte tatin qui dorait doucement dans le four. Tout, absolument tout, comme Jean-Luc aimait le préparer pour nos dimanches en famille. Et la voix de Lila m'a tiré de ma rêverie. « Mamie, je peux t'aider ?» Ma petite fille de 11 ans est apparue sur le seuil de la cuisine, ses grands yeux curieux fixés sur moi. « Bien sûr, ma chérie », lui ai-je répondu en m'essuyant les mains sur mon tablier. « Tu pourrais mettre les serviettes en tissu sur la table ? Celles en lin, dans le tiroir du haut. » Lila a hoché la tête et s'est dirigée vers la salle à manger d'un pas léger. Elle avait toujours été la plus douce de mes petits-enfants, la plus prompte à aider, la plus observatrice. Parfois, je la surprenais à me regarder avec une expression pensive, comme si elle essayait de déchiffrer un secret que les adultes lui cachaient. Du salon me parvenaient les sons du téléviseur et la voix de Mathieu commentant avec véhémence un match de foot. Léo, mon petit-fils de 14 ans, était probablement enfermé dans sa chambre, casque sur les oreilles, perdu dans son univers de jeux vidéo et de musique rap. À son âge, les réunions de famille sont plus une corvée qu'un plaisir, une chose que je comprenais parfaitement. J'avais été professeur de lettres classiques pendant 35 ans. Je connaissais bien le cœur des adolescents. Maman, c'est bientôt prêt ? La voix de Chloé a retenti depuis le salon, teintée de cette impatience qu'elle avait développée ces dernières années. Mathieu dit qu'il doit partir tôt. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Presque, ma fille. Donne-moi encore 5 minutes. 5 minutes de plus. Je demandais toujours 5 minutes de plus. 5 minutes de plus de patience, 5 minutes de plus de compréhension. Depuis la mort de Jean-Luc, il y a 3 ans, et mon emménagement chez Chloé et sa famille, j'avais l'impression de passer mon temps à m'excuser d'occuper de l'espace dans ce qui était, techniquement, ma propre maison. Mais ça, ils ne le savaient pas, et je ne le leur avais jamais rappelé. L'amour ne devrait pas avoir besoin de rappel de titre de propriété. J'ai fini de dresser les plats de service en porcelaine et les ai apportés un par un dans la salle à manger. Le bœuf bourguignon avec ses pommes de terre fondantes, le gratin dauphinois crémeux, les haricots verts persillades, le pain de campagne frais que Lila adorait, et enfin, la salade verte du potager. Le dîner est servi, ai-je annoncé en retirant mon tablier et en lissant ma robe une dernière fois. Et la famille s'est rassemblée autour de la table dans le brouhaha habituel, le crissement des chaises, les bribes de conversation, le clic des téléphones posés à contre-cœur sur le côté. Mathieu s'est assis en bout de table, le fauteuil qui avait été celui de Jean-Luc, tandis que Chloé prenait sa place habituelle à ma droite. Les enfants se sont installés en face de nous, Léo avec cette expression de résignation adolescente que je connaissais si bien. « Eh bien, » ai-je dit, en essayant d'insuffler un peu de joie dans ma voix, « merci d'être avec moi pour mon anniversaire. Ça compte énormément pour moi de vous avoir tous ici. » Il y a eu quelques murmures de « joyeux anniversaire » autour de la table, mais j'ai remarqué la façon dont Chloé examinait la nourriture avec cette expression que j'avais appris à redouter. Le même regard qu'elle portait aux articles en solde au supermarché,
évaluant si quelque chose en valait la peine ou n'était qu'une perte de temps et d'argent. Maman, a-t-elle commencé en piquant une carotte du bout de sa fourchette. Sérieusement? Tu nous sers encore cette vieille tambouille de paysan? Le silence qui a suivi était épais, poisseux. J'ai senti mon sourire se figer sur mon visage. C'est le bœuf bourguignon de ton père, ai-je murmuré, en essayant de garder une voix ferme. Il disait toujours que c'était le meilleur de toute la Touraine. Chloé a laissé échapper un petit rire sec, sans joie. Papa disait beaucoup de choses. Elle a soulevé sa fourchette, inspectant le morceau de viande comme s'il s'agissait d'une chose répugnante. Regardez-moi ça. C'est de la nourriture pour les cochons. Sa voix s'est élevée, s'assurant que tout le monde l'entende bien. Allez, mangez, ça vous va bien. Le rire qui a suivi a été le pire. Pas le rire franc et cruel qui aurait été plus facile à affronter, mais ce rire gêné, nerveux, qui s'est répandu sur la table comme une tache d'huile. Mathieu s'est raclé la gorge et a baissé les yeux sur son assiette. Les enfants ont échangé un regard, Lila se mordant la lèvre inférieure, Léo se concentrant intensément sur son téléphone. Personne n'a rien dit. Personne ne m'a défendu. J'y suis restée assise là, dans la robe bleue que Jean-Luc avait tant aimée, entourée par la famille pour laquelle j'avais cuisiné, nettoyé et tout sacrifié. Et j'ai compris, avec une clarté douloureuse, que j'étais absolument seul. Tu as raison, ai-je fini par dire, ma voix sortant plus calme que je ne l'aurais cru. C'est de la nourriture simple. Je me suis levé de table, j'ai pris mon assiette à peine touchée et j'ai marché vers la cuisine. Derrière moi, j'ai entendu la conversation reprendre progressivement, comme si de rien n'était. Comme s'il ne venait pas d'humilier la femme qui avait élevé ses enfants, qui payait les factures de cette maison, qui avait tout mis dans une fiducie pour assurer leur avenir. En lavant les plats, les larmes sont enfin venues. Pas des larmes de tristesse, mais un étrange mélange de libération et de détermination. Pendant 35 ans, j'avais enseigné la littérature. J'avais montré à des générations d'élèves le pouvoir des mots, l'importance du respect, la beauté de la dignité humaine. Dans mes classes, la tolérance pour la cruauté était de 0. Pourquoi avais-je permis qu'il en soit autrement dans mon propre foyer? L'eau savonneuse a emporté les restes du dîner, mais elle ne pouvait pas laver la décision qui prenait forme dans mon esprit, une décision aussi claire et ferme que les leçons que j'avais enseignées pendant des décennies. Le respect ne se mendie pas, il s'exige. Et quand on ne peut plus l'exiger, on se retire du jeu. En essuyant le dernier plat, j'ai entendu Chloé rire dans le salon, montrant probablement quelque chose à Mathieu sur son téléphone. La vie continuait, apparemment sans conséquence. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais que ce serait la dernière fois que je préparerais un dîner d'anniversaire dans cette maison. La dernière fois que je tolérerais d'être traité comme un fardeau. J'ai accroché le torchon et je suis monté dans ma chambre. Sur le petit bureau près de la fenêtre, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Dans le placard, tout au fond, derrière les couvertures d'hiver, se trouvait la boîte où je conservais tous les documents importants. L'acte de propriété, le testament, les papiers de la fiducie, les polices d'assurance. En sortant la boîte, j'ai senti une chose que je n'avais pas ressentie depuis des années, le pouvoir de reprendre le contrôle de ma propre vie. Pour la première fois depuis le dîner, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Et celui-ci, il a atteint mes yeux. Le sourire qui avait fleuri sur mes lèvres la nuit précédente s'était transformé au lever du jour en quelque chose de plus profond, une détermination sereine qui coulait dans mes veines comme un café noir bien serré. Je me suis réveillé avant l'aube, comme je l'avais fait pendant des décennies d'enseignement, mais cette fois, ce n'était pas l'habitude qui m'avait tiré du lit, mais l'urgence de commencer une nouvelle vie. Mon téléphone a vibré doucement sur la table de chevet. Un message de Françoise, envoyé à 5h47 du matin. Quelle merveilleuse surprise, Hélène. Bien sûr que je veux te parler. Appelle-moi quand tu auras un moment. J'ai tant de choses à te raconter, et d'après ton message, il semble que toi aussi. J'ai souri en me dirigeant vers la cuisine pour préparer le café. La maison était silencieuse. Chloé et Mathieu ne se lèveraient pas avant 2 heures, et les enfants ne descendraient pas avant que ce ne soit absolument nécessaire pour aller à l'école. C'était mon heure, mon moment de paix avant que le chaos quotidien ne commence. J'ai composé le numéro de Françoise pendant que le café passait. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Hélène, ma vieille branche, a dit sa voix, chaude et familière malgré les années. Combien de temps, sœur Dame? Sœur Dame. C'est ainsi que nous nous appelions quand nous étions gamines,
quand le monde semblait plein de possibilités infinies et que nous jurions que rien ne nous séparerait jamais. La vie, bien sûr, avait eu d'autres plans. Mais maintenant, en entendant sa voix, c'était comme si pas un jour ne s'était écoulé. « Françoise », ai-je murmuré, surprise de la façon dont ma voix s'est légèrement brisée. J'avais besoin d'entendre une voix amie. « Oh, ma chérie. Quelque chose dans ton message m'a dit que ce n'était pas juste pour prendre des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe ?» Pendant les 20 minutes qui ont suivi, alors que le soleil commençait à filtrer une lumière dorée par les fenêtres de la cuisine, je lui ai tout raconté. L'anniversaire, l'humiliation, les années à me sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Françoise m'a écouté sans m'interrompre, faisant seulement de petits bruits de compréhension et, occasionnellement, d'indignation. « Hélène, a-t-elle dit finalement, tu sais ce que tu m'as dit quand on avait 16 ans et que ce crétin de Philippe m'a fait pleurer au bal du lycée ?» J'ai souri malgré tout. « Je t'ai dit que personne qui te traite mal ne mérite le privilège de ta présence. » Exactement. Et te voilà, à 70 ans, ayant besoin de te souvenir de ta propre sagesse. C'est que c'est différent quand c'est la famille, Françoise. C'est ma fille. Non, ma chérie. C'est différent quand tu décides que c'est différent. Mais le respect, c'est le respect, peu importe qui est de l'autre côté de l'équation. J'ai entendu des pas à l'étage. Chloé se levait. Je dois te laisser, ai-je chuchoté. Mais Françoise, tu crois qu'il est trop tard pour les grands changements? Son rire était comme du miel tiède. Hélène, je viens d'acheter une petite maison ici, sur l'île de Ré, avec vue sur l'océan. Elle a une chambre d'amis qui supplie d'accueillir une colocataire qui sait faire ce gâteau au yaourt que tu apportais à l'école. Si tu penses à ce que je crois que tu penses, ma porte est grande ouverte. Nous avons raccroché juste au moment où Chloé entrait dans la cuisine, dépeignée et de mauvaise humeur, comme toujours le matin. Tu as déjà fait du café? A-t-elle grogné en se dirigeant directement vers la cafetière sans me saluer. Bonjour, ma fille, ai-je répondu doucement. Bien dormi? Elle m'a jeté un regard par-dessus son épaule en se servant. Oui, bien. Dis, maman, j'ai besoin que tu passes au pressing chercher ma robe samedi. J'en ai besoin pour le dîner. Pas une question, une déclaration. Comme toujours. Bien sûr, ai-je dit, bien que je sache intérieurement que d'ici samedi, mes plans seraient déjà en marche. Une fois la maison vidéo, Chloé à la salle de sport, Mathieu au travail, les enfants à l'école, j'ai sorti mon carnet d'adresses et commencé à passer des appels. Le premier fut pour Maître Dubois, mon notaire et avocat depuis 15 ans, un homme sérieux et fiable qui avait géré toutes mes affaires depuis la mort de Jean-Luc. Madame Fournier, sa secrétaire, m'a dit que Maître Dubois pouvait me recevoir cet après-midi à 14 heures. Parfait. Le deuxième appel fut pour Madame Leclerc, ma conseillère financière. Une femme brillante qui nous avait aidés, Jean-Luc et moi, à bâtir une base financière solide. Hélène, a-t-elle dit quand elle a enfin pu me prendre. Quel plaisir de vous entendre. En quoi puis-je vous aider? J'ai besoin de revoir tous mes actifs, Isabelle. Tout. Et j'ai besoin d'explorer des options pour réorganiser certaines choses. Il y eut une pause. Isabelle était assez expérimentée pour reconnaître le ton d'une femme qui avait pris une décision capitale. Quand souhaitez-vous nous rencontrer? Demain matin. Je vous trouverai un créneau à 10 heures. J'ai passé le reste de la matinée à parcourir la maison avec un regard neuf. Je ne la voyais plus comme mon foyer, mais comme une propriété. Les meubles que Jean-Luc et moi avions choisis ensemble, les photos de famille sur les murs, les petits trésors accumulés au fil d'une vie. Tout se divisait maintenant en deux catégories, ce qui était véritablement à moi, et ce qui pouvait être laissé derrière. Dans ma chambre, j'ai sorti 2 valises du placard et commencé à trier mes vêtements. J'ai choisi avec soin ce qui me faisait me sentir moi-même, ce qui avait une valeur sentimentale, ce dont j'aurais besoin pour un nouveau départ. La robe en soie bleue de la veille fut la première chose que j'ai pliée et rangée. À 14 heures précises, j'étais assise en face du bureau de Maître Dubois. Mes mains étaient calmes malgré l'ampleur de ce que j'étais sur le point de faire. Madame, a dit Maître Dubois en ajustant ses lunettes. Votre message était intrigant. Vous souhaitez apporter des modifications significatives à votre testament et à vos arrangements financiers. C'est exact, maître. Je veux révoquer l'accès de ma fille à tous les comptes où elle figure comme bénéficiaire ou co-signataire. Je veux réécrire entièrement mon testament et je veux mettre la maison en vente. Maître Dubois a haussé les sourcils.
Ce sont des changements très importants, Hélène. Puis-je vous demander ce qui a motivé cette décision? Je lui ai raconté la version abrégée des événements récents, en me concentrant sur les faits plutôt que sur les émotions. Maître Dubois avait vu assez de familles se déchirer pour de l'argent et du pouvoir pour comprendre immédiatement. Je comprends, a-t-il dit finalement. Et vos petits-enfants? Lila et Léo auront leur fonds d'études intacts, mais dans une fiducie qui ne pourra être touchée par leurs parents qu'à leurs 25 ans. Je veux m'assurer qu'ils aient des opportunités, mais aussi qu'ils apprennent la valeur du travail et du respect. Et le reste de vos actifs? J'ai pris une profonde inspiration. Une partie pour des œuvres caritatives éducatives, une autre partie pour moi, pour ma nouvelle vie. Et si Lila prouve qu'elle a appris ce que signifie le respect familial, eh bien, nous verrons. Maître Dubois a pris des notes méticuleuses. Quand voulez-vous que ces changements prennent effet? Immédiatement. Et, maître, j'ai besoin que cela reste absolument confidentiel jusqu'à ce que je sois prête. Bien sûr. De combien de temps estimez-vous avoir besoin? 2 semaines, ai-je dit, me surprenant moi-même par la certitude dans ma voix. Dans 2 semaines, tout sera en place. Ce soir-là, après un autre dîner silencieusement tendu où Chloé m'a à peine adressé la parole, je me suis assise dans ma chambre avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. Au sommet de la page, j'ai écrit « Opération Dignité ». Jean-Luc avait toujours dit que j'avais un esprit d'organisation brillant. Tu pourrais diriger une multinationale, me disait-il en riant. Ou un petit pays. Je n'avais jamais dirigé de multinationale, mais j'étais sur le point de diriger la restructuration complète de ma propre vie. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais totalement en contrôle. Mon téléphone a vibré. Un message de Françoise. J'ai pensé à toi toute la journée. Quand tu seras prête, nous t'attendons ici. Moi, l'océan et toutes les aventures qu'il nous reste à vivre. La chambre est prête quand tu le seras. J'ai regardé par la fenêtre vers le jardin où Jean-Luc et moi avions planté des rosiers il y a tant d'années. Ils fleurissaient encore, beaux et résilients. Comme j'étais sur le point de refleurir. Dans 2 semaines, Chloé se réveillerait dans une maison qui ne lui appartiendrait plus, avec des comptes bancaires qu'elle ne pourrait plus utiliser et une mère qui ne serait plus disposée à être traitée comme un meuble. Mais pour l'instant, personne ne savait rien. Et c'était exactement comme je le voulais. 2 semaines plus tard, alors que j'emballais mes dernières affaires personnelles dans des cartons étiquetés, dont pour Emmaüs, un petit mensonge pieux qui m'a permis de sortir mes trésors les plus précieux sans éveiller les soupçons, j'ai ressenti un calme étrange. C'était le même calme que j'avais éprouvé lors de mes derniers jours d'enseignement, quand je savais que j'avais fait tout ce que je pouvais pour mes élèves et qu'il était temps de lâcher prise. L'opération Dignité avait progressé avec une précision qui m'a surprise moi-même. Maître Dubois avait été efficace et discret. Tous les documents légaux étaient signés et archivés. Madame Leclerc avait réorganisé mes finances de telle manière que cela ressemblait à une simple consolidation de comptes, jusqu'à ce que l'on se rende compte que Chloé n'avait plus accès à rien. La maison était officiellement sur le marché, mais via une agence immobilière d'un autre département pour maintenir le secret un peu plus longtemps. Et ce matin-là, alors que Chloé criait après les enfants pour qu'ils se dépêchent pour l'école et que Mathieu pestait parce qu'il ne trouvait pas sa cravate préférée, j'ai déjeuné tranquillement, sachant que c'était la dernière fois que j'entendrais ce chaos familial. Maman, a dit Chloé, apparaissant dans la cuisine avec son expression habituelle d'irritation matinale. Tu peux aller chercher ma robe au pressing aujourd'hui? J'en ai besoin pour le dîner de demain. Bien sûr, ma fille, ai-je répondu, même si je savais que demain, quelqu'un d'autre devrait s'occuper des robes de Chloé. Après que la maison se fut vidée, j'ai appelé l'entreprise de déménagement que j'avais discrètement engagée. 3 hommes sont arrivés dans une camionnette sans marque distinctive, exactement comme je l'avais demandé. Tout est prêt, Madame Fournier, a demandé le superviseur, un homme plus âgé aux mains douces qui m'a rappelé Jean-Luc. Oui, ai-je répondu en lui tendant la liste des cartons et des meubles spécifiques à emporter. La destination est sur le papier. Assurez-vous que tout arrive aujourd'hui avant 17 h. Je n'ai pas emporté grand-chose. Quelques meubles que Jean-Luc et moi avions choisis ensemble, quelques œuvres d'art qui avaient une valeur sentimentale. Mes livres, oh mes précieux livres, toute une vie de littérature que j'avais enseignée et aimée, et les photographies de famille où nous apparaissions, Jean-Luc et moi, seuls ou avec les enfants quand ils étaient petits, avant que Chloé n'apprenne à me regarder comme si j'étais un fardeau. Pendant que je supervisais le déménagement, mon téléphone a sonné. C'était Françoise. Tu es sûr de toi,
ma vieille branche, a-t-elle demandé, bien que sa voix ne trahisse aucun doute, seulement une préoccupation aimante. Je n'ai jamais été plus sûr de quelque chose de toute ma vie, ai-je répondu en regardant les hommes charger le rocking chair où Jean-Luc avait l'habitude de me lire des poèmes les dimanches après-midi. La chambre est toujours disponible? Ta chambre t'attend. J'ai même acheté des draps neufs. Bleus, comme cette robe que tu m'as décrite. J'ai souri, sentant les larmes menacées de couler, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. Après des années à me sentir invisible dans ma propre maison, quelqu'un avait pensé à la couleur de mes draps. Une fois la camionnette de déménagement partie, je suis retourné dans la maison qui semblait maintenant vide de manière qui allait bien au-delà des meubles manquants. Dans la cuisine, j'ai laissé 3 enveloppes sur la table. Une pour Chloé et Mathieu, une pour les enfants, et une que j'avais espéré ne jamais avoir à écrire. L'enveloppe pour Chloé contenait des copies de tous les documents légaux, une explication claire des changements financiers, et une lettre que j'avais réécrite 5 fois jusqu'à trouver le ton juste. Ferme mais pas cruelle, honnête mais pas vengeresse. Astérisque Chloé, quand tu liras ceci, je serai déjà parti. Ce n'est pas une décision prise dans la colère, mais dans la clarté. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans cette maison en me sentant comme une invitée non désirée, tolérée mais pas respectée. L'incident de mon anniversaire n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comme je te l'ai appris quand tu étais petite, nos actions ont des conséquences. La conséquence de traiter quelqu'un comme jetable est que, finalement, cette personne s'en va. La maison est en vente. Vous avez 30 jours pour trouver un autre logement. Les fonds d'études des enfants sont en sécurité, mais tout le reste a changé. Apprends à apprécier ce que tu as avant qu'il ne soit trop tard. C'est une leçon dont tu as clairement besoin. Ta mère, qui se respecte astérisque la lettre pour les enfants était plus douce, pleine d'amour mais aussi de leçons importantes sur le respect familial. La 3e enveloppe était la plus douloureuse à écrire. Elle était spécifiquement pour Lila, car j'avais vu quelque chose dans ses yeux pendant le dîner d'anniversaire, une gêne qui me donnait l'espoir que tout n'était pas perdu dans la génération suivante. Astérisque ma chère Lila, si tu trouves cette lettre, cela signifie que tu as décidé de chercher sur l'étagère des livres de ta mamie, comme tu le faisais quand tu étais petite. Tu as toujours su que les plus grands trésors étaient cachés entre les pages. Je ne suis pas en colère contre toi, mon amour. Je comprends qu'il est difficile de s'opposer aux adultes, surtout à sa propre mère. Mais j'espère que, lorsque tu seras plus grande, tu te souviendras de ce moment et que tu choisiras d'être différente. Le respect ne se donne pas seulement aux étrangers. Il doit commencer à la maison, en famille. Si un jour tu décides que tu veux connaître la grand-mère qui t'aime sans condition, cherche-moi. Il y aura toujours une place pour toi dans ma nouvelle vie. Avec tout mon amour, Mamie Hélène astérisque. J'ai caché cette lettre dans mon exemplaire des astérisques 4 filles du docteur March astérisque, le livre que je lisais à Lila quand elle restait dormir chez moi. À 16h, Françoise est arrivée dans sa Clio bleu clair, souriante comme si nous étions 2 adolescentes en fugue pour une aventure. Prête pour ta nouvelle vie, m'a-t-elle demandé en m'aidant à charger les 2 valises qui contenaient l'essentiel. Alors que nous nous éloignions, j'ai vu Madame Dubois, ma voisine, arroser ses géraniums. Elle m'a fait un signe de la main, comme toujours, sans savoir qu'elle assistait à la fin d'une époque. J'imagine la scène. 2 heures plus tard, Chloé est rentrée de la salle de sport et a trouvé la maison étrangement silencieuse. Au début, elle n'a rien remarqué de spécifique, juste une sensation différente. C'est en entrant dans la cuisine et en voyant les enveloppes sur la table qu'elle a commencé à comprendre. Son cri a dû s'entendre jusqu'à la maison des Dubois. « Maman !» Maman, a-t-elle hurlé, même si elle savait déjà qu'il n'y aurait pas de réponse. Elle a ouvert l'enveloppe à son nom, les mains tremblantes, a lu les premières lignes, puis a couru à l'étage vers ma chambre vide. Le placard ouvert ne montrait que des cintres nus. Les tiroirs de la commode étaient complètement vides. Dans la salle de bain, pas un pot de crème, pas une brosse à dents. Non, 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 non. A-t-elle dû murmurer en retournant à la cuisine pour relire la lettre. C'est alors qu'elle a dû remarquer l'enveloppe supplémentaire collée avec du ruban adhésif sur la porte du réfrigérateur, celle qu'elle avait manquée dans sa panique. Cette enveloppe contenait une seule feuille de papier, l'avis d'expulsion. 30 jours pour évacuer la propriété. La maison était officiellement en vente, avec effet immédiat. Quand Mathieu est rentré du travail 1 heure plus tard, il a dû trouver Chloé assise par terre dans la cuisine, entourée de papiers légaux, pleurant d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé ? A-t-il dû demander, laissant tomber sa mallette. Elle est partie, a dû sangloter Chloé.
Maman est partie. Et, Mathieu, nous n'avons rien. Les comptes en banque, la maison, tout était à son nom. Tout. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres de là, j'étais assise sur la terrasse d'une petite maison face à l'océan, buvant une tisane au miel et écoutant le bruit des vagues. Françoise était à côté de moi, tricotant et me racontant des histoires de sa nouvelle vie sur la côte. « Tu regrettes ?» m'a-t-elle demandé doucement. J'ai regardé l'horizon où le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. « Non », ai-je répondu avec une certitude absolue. Pour la première fois depuis des années, je peux respirer. Dans ma nouvelle chambre, mes livres étaient déjà organisés sur des étagères que Françoise avait installées spécialement pour moi. Les draps bleus sentaient la lavande et l'adoucissant frais. Sur la table de chevet, il y avait la photo de Jean-Luc et moi lors de notre lune de miel, souriant à un avenir que nous pensions connaître. Nous n'avions pas connu cet avenir, bien sûr. Nous n'avions pas prévu que je devrais réapprendre à m'estimer à 70 ans. Mais en écoutant les vagues et en sentant la brise salée sur mon visage, j'ai su que Jean-Luc aurait été fier de cette version de moi. La version qui avait finalement appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. C'est juste une habitude. 6 semaines après mon arrivée sur l'île de Ré, je me suis réveillé pour la première fois depuis des décennies sans cette sensation d'oppression sur la poitrine que j'avais fini par considérer comme normale. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle blanche de ma nouvelle chambre, et le son constant des vagues avait remplacé le bruit de la circulation et des disputes familiales qui avaient marqué mes matinées pendant si longtemps. Françoise était déjà debout. Elle avait toujours été une lève-tôt, et l'arôme du café et de quelque chose qui cuisait flottait depuis la cuisine. J'ai enfilé le peignoir en coton que j'avais acheté la semaine précédente, un peignoir doux d'une teinte lavande qui, selon Jean-Luc, aurait fait ressortir mes yeux, et je suis descendu. « Bonjour, ma vieille branche », m'a salué Françoise, qui se tenait devant le four avec un sourire radieux. J'expérimente une recette de scone aux myrtilles que j'ai trouvée au club de lecture. Le club de lecture. Une des nombreuses merveilles de ma nouvelle vie. 3 jours après mon arrivée, Françoise m'avait entraîné à la bibliothèque locale où un groupe de 8 femmes se réunissait chaque jeudi pour discuter de livres et, plus important encore, pour se connecter les unes aux autres d'une manière que j'avais oublié être possible. Ça sent délicieusement bon, ai-je dit en me servant du café dans la tasse bleue que Françoise avait désignée comme la mienne dès le premier jour. Martine dit que l'astuce est de ne pas trop mélanger la pâte, a poursuivi Françoise, se référant à l'une de nos compagnes du club de lecture, une femme de 72 ans qui avait élevé 6 enfants et canalisait maintenant toute cette énergie maternelle à prendre soin de quiconque croisait son chemin. Alors que nous déjeunions dans la petite salle à manger avec vue sur l'océan, Françoise m'a parlé de ses projets pour la journée. Aujourd'hui, je vais faire de la pâtisserie, ai-je répondu, sentant cette étincelle d'excitation familière que j'associais maintenant à mes propres projets. Angélique m'a demandé d'apporter des biscuits à la bibliothèque pour l'heure du conte de samedi. Angélique était la bibliothécaire, une femme de 35 ans à l'énergie débordante. Quand elle a appris que j'avais été professeur de lettres, elle m'avait immédiatement demandé de l'aider. Au début, j'avais hésité. Mais la première fois que je me suis assise dans ce cercle de petits visages attentifs, je me suis souvenu pourquoi j'avais choisi d'enseigner. Ce n'était pas seulement l'amour de la littérature, c'était l'amour de voir les jeunes esprits s'épanouir. L'appel est arrivé un mardi matin, 3 jours après ma conversation téléphonique avec Lila. J'étais dans le jardin en train de planter des herbes aromatiques quand mon téléphone s'est mis à vibrer avec insistance. Le nom sur l'écran m'a fait soupirer. Maître Dubois. Bonjour, maître, ai-je répondu en retirant mes gants de jardinage. Hélène, je dois vous informer de quelque chose d'important. Votre fille a engagé une procédure judiciaire contre vous. Je me suis assise sur le banc en bois que Françoise avait placé sous le chêne du jardin, ressentant un calme étrange face à la nouvelle. Je m'y attendais, d'une certaine manière. Quel genre de procédure? Elle invoque l'abandon de famille et tente de contester les modifications que vous avez apportées à votre testament et à vos arrangements financiers. Elle prétend également que vous souffrez d'une sorte d'altération de vos facultés mentales qui vous a rendu incapable de prendre ces décisions. Un rire m'a échappé avant que je puisse le retenir. Une altération de mes facultés mentales? Apparemment, son argument est qu'aucune mère saine d'esprit n'abandonnerait sa famille, surtout en la laissant sans ressources. Je vois. Et quelle est votre évaluation de ces chances? Pratiquement nulle, a répondu Maître Dubois avec certitude. Nous avons un bilan de santé récent qui montre que vous êtes en parfaite santé mentale, nous avons des relevés détaillés de toutes les années où elle a eu accès à vos finances sans contribuer au foyer,
et nous avons le fait que vous n'aviez jamais eu l'obligation légale de la soutenir financièrement une fois qu'elle s'est mariée. Quand est l'audience? Dans 2 semaines. Serez-vous disponible pour témoigner? J'ai regardé vers la maison où Françoise était dans la cuisine. J'ai regardé vers l'océan, visible depuis notre petit jardin, où je m'étais réveillé chaque matin en me sentant plus moi-même que jamais. Oui, ai-je répondu. Je serai là. Le jour de l'audience est arrivé avec une de ces matinées parfaitement claires qui vous rendent reconnaissant d'être en vie. Françoise avait proposé de m'accompagner, mais je lui ai dit que je devais faire cela seul. Je serai là quand tu reviendras, m'avait-elle dit en me serrant dans ses bras, avec une bouteille de Sancerre et ton plat préféré. Le palais de justice de La Rochelle semblait étrange après 2 mois d'air salin et d'espaces ouverts. Chloé était dans le couloir avec son avocat, un jeune homme qui semblait plus nerveux que confiant. Quand elle m'a vu, son visage est passé par une série d'émotions, surprise, douleur, et enfin cette expression familière de ressentiment. « Maman » a dit sa voix, légèrement cassée. « Tu as l'air différente. » C'était vrai. J'avais perdu du poids, non pas à cause du stress, mais en recommençant à cuisiner des repas que j'aimais vraiment. Mes cheveux, que j'avais laissés pousser et que je portais maintenant dans un style plus décontracté, avaient plus de gris, mais semblaient plus sains. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour cette occasion, une qui me faisait me sentir professionnelle et sûre de moi. Je me sens différente, ai-je répondu honnêtement. Comment as-tu pu nous faire ça? A-t-elle demandé. Et pour un instant, j'ai entendu la petite fille qu'elle avait été, confuse et blessée. Sérieusement? Tu veux avoir cette conversation ici, Chloé? Ai-je demandé doucement. Parce que je devrais te donner la réponse complète. Son avocat lui a touché le bras, voulant clairement éviter toute confrontation avant l'audience. À l'intérieur de la salle d'audience, je me suis assise avec Maître Dubois. Le juge, une femme d'une 50aine d'années à l'expression qui suggérait qu'elle avait tout vu, a examiné les documents. C'est un cas inhabituel, a-t-elle commencé. Madame Lewis prétend que sa mère, Madame Fournier, a abandonné ses obligations familiales de manière irrationnelle. L'avocat de Chloé a présenté son cas en premier. Il a parlé de mon départ soudain et inexplicable, de la façon dont j'avais laissé une jeune famille sans ressources, et de ses soupçons que j'avais été sous influence ou que je souffrais d'un déclin cognitif. J'ai tout écouté sans réagir, en prenant des notes occasionnelles, mais surtout en observant Chloé. Elle avait l'air fatiguée, plus mince que dans mon souvenir, et il y avait un désespoir dans ses yeux qui m'a fait ressentir une pointe de ce qui aurait pu être de la pitié si je n'avais pas été si déterminé. Quand mon tour de témoigner est arrivé, je me suis levé avec la confiance que donne le fait de savoir que la vérité est de votre côté. Madame Fournier, a commencé Maître Dubois, pouvez-vous expliquer à la cour les circonstances qui ont conduit à votre décision? Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai raconté mon histoire, non pas avec drame ou apitoiement, mais avec la clarté factuelle que j'avais apprise au cours de décennies d'enseignement. J'ai parlé des années à vivre dans ma propre maison comme une invitée. J'ai décrit le schéma de manque de respect qui avait culminé avec l'humiliation publique de mon anniversaire. Le moment le plus puissant est arrivé quand Maître Dubois m'a demandé de décrire la soirée de mon anniversaire. Ma fille a comparé la nourriture que j'avais préparée avec amour à de la nourriture pour les cochons, ai-je dit, ma voix restant ferme. Elle a suggéré que c'était approprié pour moi d'en manger. Personne à cette table ne m'a défendu. Personne n'a dit que c'était inapproprié. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais élevé une fille qui pensait qu'il était acceptable d'humilier publiquement la femme qui l'avait élevée, éduquée et soutenue financièrement toute sa vie. J'ai vu Chloé se recroqueviller sur son siège. L'audience a duré moins de 3 heures. Le juge a délibéré pendant 15 minutes. Cette cour estime que Madame Fournier a agi dans le plein respect de ses droits légaux, a-t-elle annoncé. Il n'y a aucune preuve d'altération mentale ou d'influence indue. En fait, les preuves suggèrent que Madame Fournier a pris des décisions réfléchies et mûries après des années de traitement inapproprié dans son propre foyer. Puis le juge a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est adressée directement à Chloé. Mademoiselle, votre mère vous a offert 3 ans de soutien financier et émotionnel après la mort de votre père. Le fait que vous pensiez avoir droit à ces avantages tout en traitant la pourvoyeuse avec dédain montre un manque fondamental de gratitude et de respect. Cette cour ne peut obliger personne à tolérer l'abus émotionnel, peu importe s'il vient de la famille. En sortant du palais de justice, Chloé m'a rattrapé sur le parvis. Maman, s'il te plaît, a-t-elle dit, en pleurant maintenant. Je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort, mais nous sommes une famille. Ça doit bien vouloir dire quelque chose.
Je me suis arrêté et je me suis tourné vers elle. Pour la première fois depuis des mois, je l'ai vraiment regardée. Tu as raison, ai-je dit doucement. Nous sommes une famille. Et être une famille, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire respect, gentillesse et soutien mutuel. Quand tu seras prête pour ce genre de relation familiale, tu sais où me trouver. Et d'ici là, apprends à apprécier ce que tu as avant qu'il ne soit trop tard. Aime tes enfants comme tu n'as jamais appris à m'aimer. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons recommencer. En rentrant sur l'île, je suis passé devant une agence immobilière. Sur la vitrine, une photo de mon ancienne maison avec un bandeau « Vendu ». J'ai souri, me sentant sincèrement heureuse que la maison ait une autre chance d'être un foyer rempli d'amour. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Un message de Lila. Astérisque mamie, j'ai vu les nouvelles du tribunal. Est-ce que tu vas bien? Je peux venir te voir bientôt? Je crois que maman commence enfin à comprendre astérisque pour la première fois depuis des mois, mon sourire incluait une lueur d'espoir pour l'avenir de ma famille. Mais juste une lueur. Et seulement à mes conditions. 3 semaines après le jugement, j'étais dans la cuisine, les mains dans la pâte de mes sablés bretons, la recette que Jean-Luc disait pouvoir rivaliser avec celle de Pont-Avet, quand j'ai entendu le crissement des pneus sur le chemin de gravier. C'était un samedi matin, et Françoise était partie au marché, donc je n'attendais personne. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine et j'ai vu une Peugeot 308 grise que je ne reconnaissais pas. Du siège passager est descendue une silhouette élancée avec une queue de cheval brune qui a fait s'arrêter mon cœur. Lila. Mais ce qui m'a encore plus surprise, c'est de voir qui est sorti du siège conducteur. Mathieu. Seul point pendant un instant, je suis resté paralysé, les mains couvertes de farine, regardant ma petite fille observer la maison avec un mélange de nervosité et de détermination. Mathieu est resté près de la voiture, visiblement mal à l'aise, mais aussi clairement là en soutien pour Lila, pas en tant que représentant de Chloé. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je suis sorti sur la terrasse. Mamie, a dit Lila, sa voix tremblant légèrement. Elle n'a pas couru vers moi comme elle le faisait quand elle était petite, mais elle ne s'est pas non plus cachée derrière son père. Elle se tenait au milieu du chemin, comme si elle testait le terrain. Bonjour, mon amour, ai-je répondu, restant sur la terrasse mais avec un sourire sincère. Et bonjour, Mathieu. Mathieu a hoché la tête, maladroitement. Madame Fournier. Hélène? Lila, eh bien, elle n'arrêtait pas de demander à venir depuis le jugement. J'ai fini par lui dire que je l'amènerais. Et Chloé sait que vous êtes ici? Lila et Mathieu ont échangé un regard. Maman ne sait pas, a admis Lila. Mais papa dit que j'ai le droit de prendre mes propres décisions concernant ma relation avec toi. J'ai regardé Mathieu avec une surprise nouvelle. En toutes ces années, il avait rarement montré une quelconque initiative, préférant suivre la voie tracée par Chloé. Je peux rester quelques heures, a demandé Lila. Juste pour parler. J'ai pris un moment pour réfléchir. Cet enfant avait fait 2h30 de route pour venir ici, avait convaincu son père de l'amener malgré la probable opposition de Chloé, et m'envoyait des messages depuis des semaines, chacun montrant plus de maturité et de réflexion que le précédent. Oui, ai-je finalement dit. Tu peux rester. Mais Lila, j'ai besoin que tu comprennes que ce n'est pas juste une visite de courtoisie. Si tu veux être dans ma vie, ce doit être dans une relation basée sur le respect mutuel. Es-tu prête pour cette conversation? Oui, a-t-elle répondu sans hésitation. J'ai beaucoup pensé à ce que tu as dit au téléphone. Mathieu, ai-je dit en me tournant vers mon gendre. Tu es le bienvenu aussi. Il y a du café frais. En fait, a-t-il dit, l'air nerveux mais déterminé, je voulais aussi vous parler. Nous sommes entrés tous les trois dans la maison. Alors que je servais le café et une citronnade, j'ai ressenti un étrange mélange de déjà-vu et de nouveauté. C'était familier d'avoir ma famille dans ma cuisine, mais complètement différent de les avoir là par choix plutôt que par obligation. Lila s'est assise à la table de la cuisine, d'où elle pouvait voir l'océan, ses grands yeux absorbant tout l'environnement. C'est magnifique ici, mamie, a-t-elle dit doucement. Tu as l'air heureuse. Je le suis, ai-je répondu. Plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Je suis désolée, a-t-elle dit alors, sa voix se brisant. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendu à ton anniversaire. Je suis désolée d'avoir été une lâche.
Je suis désolé d'avoir vu comment maman te traitait pendant si longtemps et de n'avoir rien dit. Je me suis assise en face d'elle, prenant ses petites mains entre les miennes. Lila, mon amour, tu avais 11 ans. Ce n'était pas ta responsabilité de me défendre contre ta mère. Mais je savais que c'était mal, a-t-elle insisté. Je le savais dans mon cœur, mais j'avais peur de mettre maman en colère. C'est compréhensible. Mais maintenant, tu as un choix à faire. Tu peux continuer à avoir peur de contrarier les gens, ou tu peux décider de défendre ce que tu sais être juste, même quand c'est difficile. Pendant que Lila et moi parlions, Mathieu était resté silencieux, mais il s'est finalement raclé la gorge. Hélène, a-t-il commencé, je vous dois aussi des excuses. J'aurais dû arrêter Chloé ce soir-là. J'aurais dû dire quelque chose. Mais j'ai toujours évité les confrontations. Et maintenant, je me rends compte qu'éviter les confrontations quand quelqu'un est maltraité, ce n'est pas maintenir la paix, c'est être complice. C'était la conversation la plus profonde que j'avais eue avec Mathieu en 15 ans. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Mathieu? Avec votre mariage, je veux dire. Il a soupiré profondément. Je ne sais pas. Nous suivons une thérapie de couple. Chloé essaie de changer, mais il est difficile de changer des schémas qui ont duré toute une vie. Et honnêtement, je ne suis pas sûr si elle veut changer pour les bonnes raisons, ou juste parce qu'elle a perdu le contrôle financier. Quand Françoise est revenue du marché, elle nous a trouvés tous les trois dans la cuisine, entourés de sablés fraîchement cuits et de conversations profondes. Je les ai présentés, et Lila a été immédiatement captivée par la personnalité vibrante de Françoise. Alors c'est toi, la fameuse Lila, a dit Françoise avec un sourire chaleureux. Ta grand-mère parle de toi tout le temps. Vraiment? A demandé Lila en me regardant, surprise. Tout le temps, ai-je confirmé. Les bons souvenirs, mon amour. Toujours les bons souvenirs. Quand l'heure du départ est arrivée, Lila m'a serré fort dans ses bras. Je peux revenir? A-t-elle demandé. Tu peux revenir aussi souvent que tu le voudras, lui ai-je dit. Mais à une condition. Laquelle? Ne jamais compromettre ta propre intégrité pour maintenir la paix familiale. Si tu vois que quelque chose ne va pas, parle. Si quelqu'un est traité injustement, défends-le. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi en restant silencieuse trop longtemps. Je le promets, a-t-elle dit solennellement. Alors que je regardais la 308 s'éloigner sur le chemin de gravier, Françoise m'a rejointe sur la terrasse. Comment te sens-tu? M'a-t-elle demandé. Pleine d'espoir, ai-je répondu, me surprenant moi-même. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai un véritable espoir pour ma famille. Tu crois que Chloé changera? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais Lila, elle, va changer. Et ça brise le cycle. Cette nuit-là, en me préparant à dormir dans ma chambre avec vue sur l'océan, j'ai repensé à la journée. Ce n'avait pas été la réconciliation dramatique que les films auraient dépeinte. Il n'y avait pas eu d'excuses désespérées ni de promesses grandioses. À la place, il y avait eu quelque chose de bien plus précieux, une conversation honnête sur le respect, la responsabilité et la possibilité de grandir. Et il y avait de l'amour. Pas l'amour désespéré et conditionnel que j'avais offert pendant si longtemps, mais l'amour patient et respectueux qui devrait toujours exister au sein d'une famille. Les semaines suivantes se sont écoulées dans une paix heureuse. Mes journées étaient rythmées par le club de lecture, la bibliothèque, les longues promenades sur la plage avec Françoise et les visites régulières de Lila, parfois seule, parfois avec Mathieu. La vie était simple, et elle était belle. J'avais même commencé à écrire un petit mémoire, juste pour moi, sur l'art de recommencer à 70 ans. Puis, un après-midi de novembre, alors que je corrigeais les épreuves de mon texte, le téléphone a sonné. C'était Maître Dubois. Son ton était inhabituellement grave. Hélène, je suis désolé de vous déranger. Il s'agit de la vente de votre maison. Les nouveaux propriétaires, ils faisaient des travaux de rénovation. Un frisson a parcouru mon échine. Dans le bureau de votre défunt mari, a-t-il continué. Ils ont découvert quelque chose en déplaçant la grande bibliothèque. Il y eut une pause, et je pouvais presque entendre le bruissement des papiers à l'autre bout du fil. Hélène, il y avait un compartiment caché dans le mur. À l'intérieur, il y avait une boîte en métal. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Une boîte? Qu'est-ce que Jean-Luc aurait pu cacher? Maître, qu'y avait-il dans cette boîte, ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Le silence de l'avocat s'est étiré, lourd de sens. Des lettres, Hélène.
Une correspondance qui s'étend sur plus de 20 ans. Et, autre chose. Hélène, dans la boîte, il y avait aussi un acte de naissance.